Il faut se représenter la naissance de la bande dessinée aux États-Unis comme une naissance industrielle, dans des journaux, des grands journaux qui veulent épater. Il y a un côté dans ces journaux américains qui se livrent une guerre sans merci, qu'on connaît bien, notamment entre la presse de Hearst et celle de Pulitzer. Il faut s'imaginer que pour des lecteurs, qui peuvent être des lecteurs urbains ou des lecteurs ruraux, la ville va être un des éléments de fascination. Et Winsor McCay va être un de ceux qui va populariser l'extraordinaire de la ville américaine, qui au fond naît à peu près au même moment que la bande dessinée américaine, c'est-à-dire dans la toute fin du 19e et le tout début du 20e siècle. Verticalisation de l'architecture, nouvelle structure urbaine totalement différente de la structure européenne. Et là, un Winsor McCay arrive à enchanter cette ville américaine. Il arrive à en faire un théâtre du merveilleux. Le Slumberland de McCay, c'est une façon de prendre toute cette technologie, de prendre cette architecture et de la construire comme un mythe, de la construire comme une épopée, de la construire comme une aventure. Et donc la bande dessinée, avec ces grandes pages en couleur qui apparaissent à ce moment-là, semble un véhicule particulièrement adéquat pour porter un nouvel art. On a vraiment l'impression que la technologie de la bande dessinée, la façon de la fabriquer, la façon de faire claquer ces couleurs, c'est merveilleusement adéquat à ce monde nouveau. Mais même en Europe, quand on verra apparaître Saint-Augan, l'urbain est très très puissant dans Zygépus, l'émerveillement, c'est souvent l'émerveillement de la ville américaine, et évidemment Hergé, on se souvient notamment de Tintin en Amérique, et de ce rêve de Chicago. C'est quand même pas rien Chicago, bien sûr Chicago c'est la ville des gangsters, mais c'est la ville de l'architecture moderne, c'est la ville des perspectives infinies, c'est la ville du vertige. Et là, il y a des séquences très très célèbres dans Tintin qui posent cette dimension de l'architecture comme un lieu d'aventure. On sent très bien que l'univers des super-héros est aussi un univers profondément urbain. Le super-héros va veiller sur une masse immense. Bon, c'est celle qu'on trouve dans Metropolis de Fritz Lang aussi. Hein. C'est la même époque, c'est le même esprit. La masse des individus qu'on va à la limite voir de haut, qu'on va voir en surplomb, et Superman ou Batman qui peut être comme un ange protecteur, mais en même temps qui peut marquer toute la verticalité de la ville et tout ce que ça va donner comme nouvelle possibilité d'aventure, évidemment, l'envol. Il faut se souvenir que Le Corbusier, par exemple, va voir dans l'avion le vecteur clé pour comprendre l'urbanisme nouveau. Le Corbusier, mais beaucoup d'autres, tous ceux qui l'ont suivi, pensent que le regard aérien a modifié en profondeur notre perspective sur la ville. Ça créera d'ailleurs un certain nombre d'aberrations qu'on va connaître, parce qu'au fond, le regard aérien, c'est le regard de l'urbaniste avec sa maquette, c'est peut-être le regard de l'auteur de bande dessinée avec ses planches et son super-héros qui peut survoler et maîtriser la ville, mais ce n'est pas du tout le regard de l'usager de l'architecture qui, lui, continue à vivre à ras du sol, même si la ville est verticale. Et là, on peut dire qu'il y aurait une connivence, une convergence entre la fascination pour le regard aérien et le regard sur la maquette caractéristique des politiciens, des architectes et des urbanistes, et ces univers de papier où la ville est quelque chose qui se donne comme un territoire à conquérir ou en même temps comme un territoire menaçant, Dick Tracy, etc. C'est quelque chose qui a commencé dès le 19e siècle avec Haussmann à Paris, où la ville devient une sorte d'espace théâtral, mais où l'habitant, lui, se coince où il peut dans des petits appartements. Ce qui compte, c'est que la ville ait la monumentalité. C'est évidemment une forme très graphique, et il ne faut pas oublier que la bande dessinée elle-même propose des architectures de pages qui immédiatement donnent le sentiment d'être en phase avec cette architecture moderne. L'immeuble et la page de bande dessinée, ça marche très très bien ensemble. Le gratte-ciel et la page de bande dessinée, ça marche très très bien ensemble. On a l'impression que la forme même de la bande dessinée permet de verticaliser les cases, et puis que, dès Winsor McCay, mais avec beaucoup d'autres, la page peut se faire architecture. La page révèle l'architecture avant même de la montrer, ce qui fait qu'on va avoir des bandes dessinées très très architecturées, très urbaines, même si elles ne montrent pas d'immeubles, parce qu'on a l'impression que leur façon de se structurer, la verticalité d'ailleurs de base de la planche de BD qui s'impose au XXe siècle, c'est déjà un écho de la ville moderne.
Une des choses qui est amusante, c'est que dans l'univers en même temps sage et rassurant de la bande dessinée franco-belge, et notamment de la bande dessinée belge telle qu'on va la voir en partie autour de Franquin, dans le journal de Spirou, il va y avoir un accueil étrange, une acclimatation de la modernité architecturale et de la modernité urbaine. C'est un phénomène amusant parce qu'on a la forme bande dessinée qui arrive dans des journaux d'obédience catholique, un peu scout, un peu moralisant, etc. Et en même temps une entrée de la modernité. Et il est amusant que pour beaucoup de lecteurs français et mondiaux, cette entrée se soit faite par la porte belge. Il faut se souvenir qu'en 1958, c'est la première exposition universelle de l'après-guerre. La Belgique accueille cette exposition dont le symbole, c'est l'atome, hein, l'atomium, l'usage pacifique de l'atome. On est 13 ans après Hiroshima et on essaye de réconcilier le monde moderne et civilisé avec l'atome. Il y a aussi les formes architecturales les plus extravagantes qui parsèment cette exposition. C'est vraiment un manifeste architectural, le pavillon Philips de Le Corbusier, etc. Et la bande dessinée belge, sous son apparente sagesse, va immédiatement intégrer ces éléments. Et on le voit évidemment chez Franquin, dans toutes les séries de Franquin, mais on va le voir aussi chez Will, dans Tif et Tondu, on le voit chez Hergé, on le voit chez énormément d'auteurs de cette époque. Et c'est une intégration de la modernité, du rêve de modernité, non seulement par l'architecture pure, mais par les objets. Alors ça peut être les voitures, ça peut être les lampes, le mobilier, et tout ça entre, si j'ose dire, en contrebande, en arrière-plan, mais c'est là, hein, Modeste et Pompon, par exemple, de Franquin, c'est constamment là, c'est une des lectures. Ce sera réinvesti beaucoup plus tard par les auteurs de la ligne claire, hein, et notamment Chaland, qui va refaire un usage tout à fait extraordinaire, mais Serge Clair, qui affolera ces signes, et c'est une façon pour la bande dessinée d'acclimater la modernité dans la vie quotidienne, de faire comprendre, et c'est un geste peut-être aussi important, quoique un peu différent idéologiquement de celui de Tati dans Mon oncle, de faire comprendre que ces objets et ces machines et ces lieux qui n'existent pas encore dans le quotidien, ben on peut vivre avec. Et là, je suis très sensible à une thèse de Thierry Smolderen, grand critique et historien, qui dit grosso modo que toutes les inventions de la modernité, qui sont d'abord effrayantes et qui arrivent un peu comme nos ordinateurs avec leur mode d'emploi technique et illisible, eh bien le vrai mode d'emploi, c'est la manière ludique dont des petits personnages de BD vont pouvoir éventuellement se cogner à ces objets, se prendre les pieds dans les câbles, se heurter à des fausses parois, etc. Il y a une façon de s'approprier l'espace de la modernité par un concret qui est celui des personnages. C'est-à-dire que le personnage de BD, il ne décrit pas l'immeuble, il ne décrit pas la voiture, il ne décrit pas d'objet, il l'utilise. Et mine de rien, en se prenant les pieds dedans, il nous montre que c'est un objet avec lequel on va vivre. Et là, il y a une dimension ludique et tout à fait fascinante. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui manque souvent au regard de l'urbaniste et de l'architecte? Qu'est-ce qu'il y a souvent de désolant dans les plans d'urbaniste? C'est la représentation de l'humain. L'humain est là, dans une grande représentation, une grande perspective d'architecte, l'humain est là pour donner de l'échelle à l'immeuble. C'est-à-dire, on le montre, et vous regardez souvent ces personnages, ces petites théories de personnages stéréotypés, le monsieur et la madame avec le landau, les voitures à l'américaine, même si on est dans une banlieue française des années 60, ce sont que des voitures à l'américaine, des gens qui marchent, qui vont droit au boulot, enfin, des personnages mécaniques. Or, dès qu'on fait une représentation de bande dessinée du même espace, on est amené à donner une personnalité à chacun, à le faire exister, à se rapprocher de lui, à être en gros plan. Et on peut dire de ce point de vue-là que la bande dessinée est probablement, et serait probablement, un des vecteurs les plus intéressants de mise en vie d'un espace urbain futur, imaginaire ou utopique. Parce qu'elle oblige non pas à voir la chose dans sa dimension simplement de monumentalité, non pas à la voir avec le regard de surplomb de l'urbaniste et du politicien, celui qui est au-dessus des choses, mais à la voir au niveau de l'habitant, et en le confrontant, l'ascenseur, comment on appelle l'ascenseur, la cuisine, comment on la fait fonctionner, etc., avec tout ce que la vie quotidienne peut amener. Et là, je pense qu'il y a un usage presque pédagogique de la bande dessinée auquel on a peu pensé, parce qu'il est tellement ludique qu'il est une réappropriation instantanée de ces signes, même quand personne n'habite encore ces espaces-là. Bien sûr, dans les années qui suivent l'Expo 58 et pendant tout le début des années 60, il y a ce rêve que la bande dessinée va refléter à sa façon, mais qui n'est pas qu'un rêve de bande dessinée, qui est l'an 2000.
L'an 2000, bon, c'était déjà là à l'époque de Robida, de Jules Verne. Mais tout d'un coup, ça va fleurir. On a des nouveaux matériaux, on a des nouvelles idées urbaines. On pense à des villes sur l'eau, on pense à des villes suspendues, des villes en l'air, des villes mobiles, des villes démontables, des maisons en plastique, enfin tout ce genre de choses, d'Archigram, de Yona Friedman, de tout ce que Michel Ragon va rassembler dans ses ouvrages sur l'architecture pendant ces années-là. Et bien sûr, c'est tout à fait concomitant de l'apparition de ce qu'on va appeler la bande dessinée adulte. Il y a à ce moment-là une sorte de libération de la bande dessinée par rapport à son carcan enfantin, et on va à la fois explorer de nouveaux sujets, par exemple les thématiques érotiques, avec Forrest ou Pellart ou d'autres, mais aussi des nouvelles formes de livres, de nouvelles formes de couleurs, avec une influence du pop, etc. Et là, on a l'impression que l'esprit de l'utopie, l'idée d'un monde nouveau, d'un monde où tout est possible, qu'évidemment mai 68 va réactiver avec d'autres types de préoccupations, mais qui est déjà là dans les années 60 sur un plan technologique, dans l'idée que demain tout sera possible, que les moyens de transport vont changer, que la ville se libérera de la pesanteur. C'est aussi contemporain évidemment du début de la conquête de l'espace. L'idée qu'on va peut-être quitter la Terre, être capable d'avoir des stations spatiales habitées, mais aussi de conquérir d'autres planètes, pas simplement sur le mode science-fictionnel ou horrifiant, non, les conquérir et les bâtir, etc. Tout cet esprit-là rencontre l'apparition d'une bande dessinée adulte. Alors bon, c'est par exemple une série comme Valérian, qui est très caractéristique de ça, mais c'est bien sûr aussi Druillet, où l'éclatement de la page de bande dessinée, la manière de proposer de nouvelles architectures dans l'espace dessiné, reflète une sorte d'idée complètement libérée de la pesanteur, quoi. On est là dans quelque chose où tout brusquement devient possible, où la lisibilité n'est plus nécessairement linéaire et où l'espace ne se structure plus strictement en fonction, travail, habitation, déplacement, mais où tout ça propose de nouveaux signes. Et là, à nouveau, la bande dessinée, peut-être plus que le cinéma dans ces années-là, va être vraiment une des créatrices de nouveaux espaces. Bien sûr, on aura un film, par exemple, de Besson, Le Cinquième élément. Mais il ne faut pas oublier qu'avant Le Cinquième élément, on a eu des Christin et Mézières qui, quand même, ont fait d'abord exister ces espaces sur un mode beaucoup moins coûteux et donc beaucoup plus rapide. On avait la possibilité en BD de faire exister ces espaces, de leur donner une crédibilité, de les habiter, de les traverser, sans devoir réunir des capitaux à l'époque inaccessibles au cinéma européen. Je crois que la bande dessinée de ces années-là avait une liberté. Bon, pensons par exemple au cinéma français, on est quand même, Tati et Melville mis à part, on est dans l'esprit Nouvelle Vague, où on tourne dans des décors réels, etc. Bon, bien sûr, par exemple, Godard va faire une des plus belles inventions de science-fiction avec Alphaville, mais il est quand même obligé de travailler à partir des grands ensembles qui se construisent. Il ne peut pas à la fois c'est son génie, mais en même temps c'était une obligation pour lui. Il ne peut pas faire une ville de toutes pièces. Il ne peut pas créer un univers en studio, etc. C'est une chose qui était inaccessible. La bande dessinée, elle a toutes les libertés. Elle a, mine de rien, cette foi dans la modernité qui est une de ses caractéristiques idéologiques. C'est-à-dire qu'il faut voir que même si les dessinateurs pouvaient être des contestataires, profondément ce à quoi ils adhèrent, c'est une certaine idée d'un monde de demain où les choses seront possibles, où la couleur sera présente, où une certaine liberté, une certaine libération, y compris la libération sexuelle, etc., seront possibles. La bande dessinée participe de cet élan, au fond, juvénile. Et à qui elle s'adresse? Avec Pilote, par exemple, à qui on s'adresse? Aux adolescents, à ceux qui deviendront plus tard les ingénieurs, les architectes, etc. On insuffle là une idée du désir du monde de demain, qui est quelque chose de très difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, parce qu'on est tellement dans le désenchantement de la modernité, depuis le début des années 80, et puis la chute du mur de Berlin, etc., la fin de l'utopie communiste, on a tellement intégré le désenchantement, on a tellement intégré le problème écologique, le recyclage des déchets, l'épuisement des ressources naturelles, qu'il est difficile pour nous d'imaginer le rêve qu'il y avait dans ces voitures volantes, dans ces villes sur l'eau, dans ces villes suspendues au-dessus de nos villes. On les voit aujourd'hui un peu comme du kitsch ou comme un rêve décalé, bizarre. Bien avant que l'an 2000 ne soit là, on était déjà dans le deuil de l'utopie. Et il y a là eu un décalage très très étonnant, parce qu'au fond, la grande machine à rêve
sur l'urbain et sur la modernité et sur les nouveaux matériaux, ça va des années 50 à la fin des années 70. Et quand le moment de la modernité arrive, évidemment, il n'y a plus du tout cette dimension de rêve. Et si on prend le travail des cités obscures que j'ai développé avec François Skeuten, essentiellement pendant les années 80 et 90, on peut dire que la base des cités obscures, c'est la critique de l'utopie. C'est une série qui n'est plus du tout dans la construction des lendemains qui chantent, mais qui reprend les signes de la modernité tels qu'ils avaient été rêvés au début du siècle, que ce soit chez Jules Verne ou chez Le Corbusier, et qui montre leur lendemain. On est dans le désenchantement. La ville façade dans les murailles de Samaris, la ville monumentale d'Urbicande menacée par un phénomène qui arrive de nulle part et que l'urbaniste ne peut pas contrôler, la ville en travaux de Bruxelles où les dirigeants et les architectes sont totalement dépassés par les événements et où les habitants à la limite reviennent vers la petite structure de la maison et doivent fuir l'urbain. Je pense que bien sûr, il y avait la rencontre de François Skeuten et de moi-même, le passé architectural dans la famille de Skeuten, etc. Mais par-delà tout ça, je pense que nous étions des enregistreurs de signes, comme Druillet ou Mézières ou Möbius étaient des enregistreurs de signes à leur époque. Chacun croit, au fond, refléter son imaginaire propre, mais dès qu'on a un petit peu de recul, et je pense que François et moi, nous l'avons par rapport à notre travail des cités obscures, puisque pas mal d'années sont passées. Dès qu'on a un petit peu de recul, on voit qu'il y a là-dedans une façon de capter des signes qui nous dépassent, qui sont les signes du temps. Et qu'une œuvre d'auteur, c'est aussi la rencontre d'imaginaires singuliers, d'imaginaires personnels, avec leur histoire personnelle, et d'un certain état d'esprit. C'est pas un hasard si on est dans les années, par exemple, de la fin du monde communiste, de la fin du monde, de cette espoir d'un autre mode de vie au moment où les cités obscures se développent. Chez Bilal, qui est originaire de Belgrade et qui est contemporain de l'écroulement de l'Est, mais qui l'a vu se faire de l'intérieur, chez Bilal, cette dimension est monumentale. On peut dire qu'un des plus grands talents de Bilal, une des choses qui rend son œuvre très importante et qui sans doute en fera une trace symbolique et historique très très forte, c'est que Bilal a été un des plus brillants réorganisateurs de signes de son temps. Il a senti le réveil des nationalismes avant qu'il ne soit totalement affirmé, la rencontre avec le monde arabe, le monde musulman, le retour du religieux, c'est extrêmement présent, l'effondrement de l'utopie urbaine, les collisions de signes venus de lieux tout à fait différents, de signes extrêmement archaïques, égyptiens, etc., avec des images science-fictionnelles. Tout cela fonctionne chez lui comme une caisse de résonance très forte et très puissante, qui appartient à son talent, qui appartient à son imaginaire propre d'auteur et à son histoire individuelle, mais aussi à ce talent de sismographe qui est le propre des grands auteurs, qui est de sentir les signes qui sont autour d'eux et de les restituer sous une forme graphique. Or, que sait faire la bande dessinée? Que sait-elle faire admirablement et qu'on voit par exemple chez un grand auteur comme Jacobs, le créateur de Black et Mortimer? Eh bien, la bande dessinée sait convertir en signes simples et mnémotechniques les images d'une époque. Elle arrive à prendre toutes sortes d'éléments qui traînent et brusquement à les catalyser. Et ça, on l'a chez Jacobs. Bon, pensons à la marque jaune, à SOS Météor, sur les dérèglements climatiques, au piège diabolique, mais on l'a évidemment éminemment chez Bilal, dont on peut dire que chaque album contient une, deux ou trois images clés, mnémotechniques, qui vont vraiment faire partie désormais de l'imaginaire du lecteur. Et très étrangement, la bande dessinée, par son mode de lecture, le fait qu'elle ne s'épuise pas en une seule fois, que ce sont des objets qu'on collectionne, qu'on relit, qu'il y a de l'arrêt sur image, qu'il y a même ce travail des dernières années de posters, de sérigraphie, d'agrandissement de cases, la bande dessinée est probablement un des meilleurs vecteurs pour imposer des signes durables qui modifient notre perception du monde. Le cinéma est furtif, fugitif, les images se succèdent à toute vitesse, le clip, la télévision proposent des images encore plus furtives. La bande dessinée, pensons à la façon dont beaucoup d'entre nous ont pu lire et relire les aventures de Tintin, dont la fusée lunaire de Tintin fixe des signes à tout jamais. On aura beau voir les images réelles de la NASA, d'une certaine façon, jamais on ne sera mieux et plus allé sur la Lune qu'avec Tintin et sa fusée à carreaux rouges et blancs. Que certains appelaient l'esthétique de carreaux cuisine, mais il y a là quelque chose, par exemple la rencontre de la petite
cuisine moderne de la ménagère et de la conquête de la Lune, il y a un signe produit par Hergé qui est tout à fait extraordinaire. Pensons à l'affaire Tournesol, par exemple, où l'urbain est très présent, avec la capacité à détruire New York par un rayon lointain, une machine à détruire le verre. Ce sont des signes qui sont capables de s'imposer dans la mémoire pratiquement plus que n'importe quel signe proposé par la littérature ou le cinéma. Je crois que l'expression d'architecture mentale est très juste. On a l'impression que l'image du cerveau est en train de se substituer à l'image de la ville comme lieu spatial. Il y a évidemment une dimension qui est toujours là dans la bande dessinée, c'est cette idée qu'une bande dessinée est un espace habitable. On la lit, on la relit, on s'arrête dessus, elle est à une échelle agréable pour nous, on la maîtrise, on la domine, et les cases, dont la case, le mot même de case fait penser à celui de maison, une petite maison, une petite chambre, une petite pièce, l'espace de la page est plutôt celui de l'immeuble, mais en même temps on peut imaginer toutes ces cases comme des fragments de notre cerveau, comme des fragments d'une réalité à la fois simultanée et successive. La bande dessinée, c'est profondément ça, hein, c'est-à-dire la page ou la double page, elle existe comme un ensemble qu'on appréhende d'un coup, et en même temps, on doit prendre le temps et la patience de la lire. Et là, je crois que beaucoup d'auteurs, et Chris Ware est sans doute le plus spectaculaire de ce point de vue-là, beaucoup d'auteurs ont réussi, sans faire forcément de représentation permanente de la ville, à nous donner le sentiment que nous étions dans cet espace urbain, pluriel, composite, que les choses sont autour de nous, parfois très proches, parfois éloignées. On a notamment cessé tout à fait dans ce genre de bande dessinée d'avoir une succession cinématographique des plans. On n'est pas dans l'idée plan d'ensemble, plan rapproché, gros plan. On est dans l'idée d'un espace où, par exemple, beaucoup de cases peuvent exister de manière synchrone. Elles sont là comme autant de fragments, comme autant de puzzles du quotidien. Il y a chez Chris Ware quelque chose qui peut faire penser à Georges Perec. Georges Perec avec espèce d'espace, mais surtout avec la vie mode d'emploi, qui est cette description d'un immeuble. Et l'immeuble est là dans le déroulement des années, le déroulement des étages, mais en même temps, il est là d'un coup, face à nous. On est tout le temps dans tout l'immeuble. Et ça, c'est quelque chose que la bande dessinée moderne arrive à intégrer en n'étant plus tellement soucieuse ni d'utopie, ni de contre-utopie, mais peut-être simplement soucieuse de vivre dans un espace qui est extérieur et intérieur, qui est apaisant, intime et dangereux en même temps, qui est très ancien par certains côtés et très prospectif par d'autres. On a l'impression qu'il ne s'agit plus, et c'est peut-être caractéristique des années que nous vivons, qu'il ne s'agit plus de proposer un nouveau modèle urbain, mais de vivre avec les bris épars de la réalité qui nous entoure et qui est une réalité à la fois très humaine, très très proche de nous et en même temps d'ordre cosmique. On voit dans le début admirable de Jimmy Corrigan le fait que cette histoire d'un jeune homme qui cherche son père, qui cherche à retrouver son père, elle démarre par une vision totalement cosmique où on va devoir se rapprocher de la Terre et se rapprocher d'une ville, etc. Donc on a vraiment là des dimensions simultanées et on s'aperçoit que la bande dessinée dans sa souplesse est encore capable d'être pertinente. Et là je pense que c'est une réflexion très importante à avoir, c'est de se dire que la bande dessinée née au milieu du 19e avec Töpfer qui se développe et s'épanouit autour de 1900, qui n'est pas un média audiovisuel, qui n'est pas un média animé, qui n'a pas l'interactivité évidente d'Internet. Elle aurait pu tomber. Après tout, elle aurait pu tomber. Il y a des médias qui sont des médias datés. On s'aperçoit que la bande dessinée a su se réinventer des usages, a su se réinventer des pertinences de génération en génération, et que ce petit médium assez simple, finalement, il a quelque chose de rudimentaire et que chacun peut pratiquer chez soi avec une feuille de papier et quelques outils très simples ou sur un ordinateur, mais je veux dire c'est vraiment à la portée de chacun, et bien qu'il y a probablement une adéquation entre la simplicité de ce média, sa façon de mettre ensemble les images dans un même espace, sa façon de mettre ensemble des mots et des images avec ou sans couleur, d'avoir un dessin extrêmement simplifié mais très précis à la fois, et bien que avec tout cela, la bande dessinée arrive probablement à être extrêmement adéquate
à notre rapport au monde. Elle stylise le rapport au monde, elle le mentalise en permanence, elle ne nous donne pas les choses mais les représentations des choses, elle ne nous donne pas les objets mais elle les transforme en signes, et à partir de là, elle pose un regard qui décode le monde d'emblée. On peut dire que toute bande dessinée est une traduction du monde qui nous entoure, et pour le lecteur peut-être une façon de l'assimiler, une façon de se l'approprier. Et je crois donc que même si la bande dessinée peut-être un jour ne se fera plus essentiellement sur papier, si elle prendra d'autres supports, muraux ou informatiques ou sur un écran de téléphone, etc., eh bien, je crois que malgré tout, quelque chose de la forme bande dessinée reste pertinent. Qu'elle ne sera pas si vite dépassée et qu'elle peut survivre probablement à un passage sur de nouveaux supports sans perdre l'essentiel de ce qu'elle est.